Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de novembre 2021, voici les cibles astronomiques que je vous conseille d'observer. Uranus qui passe à l'opposition le 4, l'astéroïde Cérès qui frôle l'étoile Aldébaran dans la nuit du 5 au 6, Vénus approchée par la Lune le 7 et la galaxie d'Andromède qui sera au plus haut dans le ciel en fin de mois. Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois pour partager leurs précieux conseils d'observation. Vous pourrez aussi découvrir leurs chroniques ainsi que leurs coups de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, nous démarrons sans attendre avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie, la petite ou la grande. Vous mettez souvent des personnages de l'astronomie en avant. Et pour ce mois de novembre, vous allez nous parler, je crois, de Vesto Slipher. C'est bien ça ? Exactement, encore un astronome assez méconnu pour la plupart d'entre nous. Donc Vesto Slipher est né en 1875, il est mort l'année où Armstrong et Aldrin marchaient sur la Lune, et c'est en 1912 que ce garçon commence à étudier les nébuleuses à une époque où on ne les connaissait pas encore très bien. Vesto Slipher a travaillé toute sa carrière à l'observatoire Lowell à Flagstaff en Arizona. On a déjà parlé de cet observatoire il y a quelques épisodes, observatoire d'ailleurs ouvert au public, hein. Je vous invite à aller à Flagstaff en Arizona puisque c'est intéressant de voir cette coupole qui abrite une grande lunette, et la coupole roule sur des roues de Cadillac. Voilà, ça c'était pour l'anecdote à vérifier quand vous irez là-bas. Moi je l'ai vu, c'est assez fabuleux de se dire qu'il y a une cinquantaine de roues de Cadillac qui supportent le poids de la coupole. Bon, je ferme la parenthèse et donc je reviens Vesto Slipher, donc qui a commencé à travailler à l'observatoire Lowell peu de temps après avoir obtenu sa licence de physique. Il étudie tout d'abord les périodes de rotation des planètes. Et il va établir par exemple que Vénus tourne très lentement. Je vous rappelle que la rotation de Vénus est d'à peu près 243 jours. Donc il travaille à ce type d'études. Et c'est à partir de 1912 que Slipher va faire vraiment ses plus importantes découvertes en déterminant que certaines nébuleuses spirales se déplacent à grande vitesse dans le ciel. En 1914, il découvre la rotation des galaxies spirales. Il fait même des tentatives de mesure de vitesse de rotation. Il prouve également qu'il existe du gaz et de la poussière dans l'espace interstellaire, et plus tard Vesto Slipher va diriger l'observatoire Lowell à la mort de son fondateur, et donc il dirige l'observatoire de 1916 à 1952. Il va superviser pas mal de recherches, notamment autour des planètes transneptuniennes, et puis surtout c'est lui qui va créer l'impulsion qui mènera à la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh en 1930, mais ça c'est une histoire dont on a déjà parlé. Donc Vesto Slipher, voilà quelqu'un qui fait un petit peu le trait d'union entre deux époques de l'astronomie. Voilà une période où on commence à étudier vraiment ces objets nébuleux du ciel qui ne s'appelle pas encore galaxie au moment où Vesto travaille vraiment à l'observatoire de Flagstaff. Ouais, et on peut rajouter que Hubble, donc, qui a découvert par l'observation l'expansion de l'univers, doit beaucoup d'ailleurs aux travaux de Vesto Slipher. Oui, complètement. Voilà pourquoi je voulais un petit peu rendre hommage à ce garçon qui est dans l'ombre d'autres géants de l'astronomie comme Hubble que vous évoquiez à l'instant. Très bien, alors on démarre tout de suite notre liste des objets à ne pas manquer ce mois-ci avec la planète Uranus. Uranus passe à l'opposition le 4 novembre, c'est donc la période idéale pour l'observer. Sébastien, ce qui étonne lorsqu'on observe cette planète pour la première fois au télescope, c'est sa couleur. Et on la compte souvent comme la dernière planète visible à l'œil nu. Mais moi, je ne l'ai jamais vue en fait. Alors, vous l'avez vue, vous, j'imagine ? Non, à l'œil nu, non. J'essaie de me convaincre que je l'ai vue dans un champ d'étoiles. Non, la voir à l'œil nu, c'est quand même très délicat. On est à la limite de la perception
visuel, hein. Donc certains prétendent l'avoir vu, ce n'est pas mon cas non plus. Effectivement, quand on pointe un instrument d'observation d'initiation, typiquement une lunette de 60 mm avec un grossissement allez, une trentaine de fois, la couleur verdâtre, vert bleu apparaît assez clairement sur le fond du ciel, avec un grossissement plus important. À partir de 100 fois, on remarque vraiment la présence du disque, hein, on met en évidence le fait qu'on a affaire à une planète et pas du tout à une étoile, et c'est quand on utilise un instrument un peu plus lumineux, plus ouvert, un 200 mm avec un grossissement plus conséquent à 150 fois, 200 fois, et bien là on a vraiment toute la couleur qui apparaît, ce bleu-vert vraiment magnifique, assez inédit finalement, qui ressort bien du noir du ciel. Donc c'est toujours une observation intéressante à réaliser. Donc là, vous le disiez, la planète passe à l'opposition le 4 novembre. Ça veut dire qu'elle se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à nous qui sommes sur Terre. Autrement dit, elle est un petit peu comme une pleine lune où en ce moment, eh bien, Uranus va briller toute la nuit. Elle va se lever quand le Soleil se couchera et se couchera que quand le Soleil se lèvera. Donc vous avez toute une période intéressante pour l'observer. Et en milieu de nuit, vers 1h du matin, eh bien, Uranus se trouve à plus de 50 degrés de hauteur, ce qui la rend quand même assez facile à identifier finalement. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette jolie planète là pendant la période. C'est maintenant ou jamais quasiment. Elle se trouve dans une région du ciel où il n'y a pas d'étoiles très très lumineuses, c'est dans le Bélier, vous êtes à l'ouest des Pléiades, donc voilà, pérégrinez un petit peu dans cette région et vous devriez tomber sur Uranus sans grande difficulté puisque les étoiles vertes n'existent pas au passage, donc un petit point vert dans le ciel, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'Uranus. Très bien, donc on retient qu'il faut bien une lunette, un télescope. Cyril, vous n'avez pas vu non plus Uranus à l'œil nu, on est d'accord? Non, j'ai même pas essayé, vu mes lunettes, non, c'est pas possible. Vu ma vue, j'y arriverai pas. Par contre, au télescope, oui. Donc une légende à laquelle il faut tordre le cou. Et d'ailleurs, elle a été découverte par William Herschel, donc avec un instrument d'astronomie. Et si elle avait été visible à l'œil nu, je pense que les anciens l'auraient déjà répertoriée. Alors on passe à la nuit. Peut-être c'est le Dogon, voilà. Mais bon, pardon pour la blague. Très bien. Il faudra que vous nous l'expliquiez alors, la blague. On n'a pas compris. C'est promis. On reviendra en deuxième semaine pour l'explication de la blague de Sébastien. Alors on passe à la nuit du 5 au 6. L'astéroïde Cérès. Ah tiens, Cérès, vous en parliez le mois dernier d'ailleurs, Sébastien. L'astéroïde Cérès frôle Aldébaran. C'est la plus petite, c'est la plus brillante, étoile du Taureau, Aldébaran. Mais c'est la plus petite planète naine, c'est vrai. Alors voilà, la plus petite planète naine Cérès va frôler la plus brillante étoile du Taureau, Aldébaran. Je sors les rames. Alors Cyril, comment peut-on suivre ce passage rapproché et avec quel type d'instrument d'ailleurs? Alors déjà avant, il faut repérer les Aldébaran. Oui, ce qui n'est pas difficile. A priori, c'est pas difficile. Surtout, c'est simple. Là, vous partez d'Orion. En général, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'Orion, ça, on la reconnaît bien. Il y a les 3 étoiles côte à côte là du baudrier, de la ceinture d'Orion là. Et vous partez du côté non pas comme elle se vide comme on dit pour la grande ours, mais là vous partez à droite, vous prolongez les 3 petites étoiles donc du baudrier et vous tombez sur une étoile assez brillante qui est une étoile du Taureau qui est Aldébaran, qui est rouge. Qui est rouge quand même, hein. Rouge, ouais. Rougeâtre. Mais pareil, je vous ai dit, j'ai pas une super vue, mais sûrement, elle est peut-être un peu rougeâtre. Et donc cette étoile, il faut la pointer au télescope là, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de suivre ce phénomène à l'œil nu ni avec une paire de jumelles, vous verrez rien. Donc là, c'est au télescope. Idéalement, je viserais un télescope d'au moins 100 mm, commencer un peu à grossir à une centaine de fois et vous allez comme ça voir un petit point qui va frôler l'étoile Aldébaran. Donc ce petit point, c'est Cérès, donc on l'a dit, un astéroïde qui fait un peu moins de 1000 km de diamètre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même dans la ceinture d'astéroïdes principales, donc entre Mars et Jupiter, ça doit être un peu moins de 300 millions de kilomètres. Donc ça reste petit, et surtout, il ne faut pas s'attendre à le passage d'une étoile filante. C'est pas un bolide, c'est pas une Ferrari qui est en train de passer. C'est-à-dire qu'il va falloir, soit vous le faites en observateur simplement, c'est-à-dire que vous relevez sur un papier son emplacement
Enfin, déjà, vous la repérez, vous relevez son emplacement, et puis 10 minutes après, un quart d'heure après, vous retournez, vous regardez, et puis vous allez comme ça voir que ça se déplace. Si vous le faites en photo, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire que je pense que là, ça vaut le coup d'avoir peut-être un C8 ou un télescope Schmidt-Cassegrain, d'avoir 2 mètres de focale, de mettre l'appareil photo au foyer, et de faire une photographie à peu près toutes les 5 minutes, quoi. Et à la fin, on peut espérer avoir une animation de Cérès qui passe. Alors oui, c'est ça l'idée. Alors soit vous faites effectivement un stop motion, c'est-à-dire que vous fabriquez une petite vidéo sur un logiciel de vidéo, c'est-à-dire que vous récupérez chaque image. Soit vous pouvez aussi recaler les images les unes par rapport aux autres, parce que si vous n'avez pas très très bien suivi, il peut y avoir un décalage. Donc vous recalez toutes les images pour qu'elles soient parfaitement empilables les unes sur les autres. Et puis après, vous pouvez prendre un logiciel comme les logiciels qui fabriquent des filets, donc StarStax par exemple, qui est un logiciel libre, et ça va vous permettre en fait de faire l'animation, c'est-à-dire que toutes les étoiles seront calées, et juste à côté vous aurez les petits points qui sont côte à côte, qui avancent, comme une sorte de filet d'étoiles, mais il n'y a qu'un seul objet qui file, c'est l'astéroïde. C'est l'astéroïde Cérès, donc une opportunité pour voir Cérès dans la nuit du 5 au 6, puisqu'il passe près de Aldébaran. Le 7, Vénus et la Lune sont à quelques degrés l'un de l'autre. Ça s'observe au crépuscule. Sébastien, quels sont vos conseils pour profiter au mieux du spectacle ? Alors, crépuscule du soir, on est dans le couchant. La Lune est encore très jeune. La nouvelle Lune, c'était le 4 novembre. Donc, on aura un fin croissant de Lune, légèrement sur la gauche de Vénus. La distance angulaire entre Lune et Vénus, c'est 6 degrés. Et le tout va s'observer à une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon au moment du coucher du soleil. Alors Vénus, c'est toujours ce point extrêmement lumineux dans le ciel, c'est incontestablement le point le plus brillant, puisque rappelez-vous, seules 2 choses brillent plus que Vénus, c'est le soleil et la Lune. Donc là, on ne pourra pas la confondre avec les étoiles qui ne seront pas encore arrivées. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de tenter de faire, c'est de chercher à voir Vénus alors que le soleil se trouvera encore au-dessus de l'horizon, puisque Vénus, on peut l'apercevoir avant même le coucher du soleil. Et là, normalement, si vous avez un horizon ouest parfaitement dégagé, c'est la clé du succès, eh bien vous devriez pouvoir voir Vénus et la Lune avec le soleil au ras de l'horizon. Très bien, donc une belle observation à faire le 7. On a peu finalement ce mois-ci de phénomènes liés à la mécanique céleste. Alors je voulais qu'on en profite pour parler un peu de ciel profond. Pas très très profond, parce qu'on va parler de la galaxie d'Andromède M31, qui est particulièrement haute dans le ciel en fin de mois et qui est d'ailleurs une galaxie visible à l'œil nu pour le coup. Cyril, présentez-nous un petit peu cette galaxie du point de vue de l'astronome amateur. Quel est son intérêt ? Alors je pense que Sébastien a eu la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'on était sûrement adolescents, enfin encore adolescents, et puis on avait lu tout Hubert Reeves, classiquement, plein de livres d'astronomie amateur, on avait vu des images magnifiques de David Malin, d'Akira Fuji, de la galaxie d'Andromède, et on a notre premier télescope. Donc on a notre premier télescope et on pointe, donc c'est quasiment le premier objet d'automne qu'on essaye de pointer là, et là c'est la grosse déception, mais c'est-à-dire que le Graal s'écroule complètement, puisque la galaxie d'Andromède, elle est tellement immense qu'au télescope au final ça rentre pas, c'est-à-dire que sur votre télescope d'amateur là ça déborde de tous les côtés. Finalement le mieux c'est aux jumelles, là ça rentre tranquillement dans votre paire de jumelles de 750, vous la voyez, c'est magnifique, donc elle se détache bien, vous avez quelque chose d'un petit peu ovale, diffus, enfin c'est assez joli. Dans le chercheur du télescope ça marche aussi, parce que c'est un objet relativement grand, elle fait 3 degrés de diamètre, ça veut dire 6 diamètres de lune, donc ça déborde de partout dans un instrument, dans un télescope classique. Elle a un diamètre de 220 000 années-lumière et elle est un peu plus de 2,5 millions d'années-lumière. Donc c'est la banlieue proche, soit, mais quand même. Donc ensuite, c'est-à-dire que si vous la regardez vraiment au télescope, au final, ça commence à être rigolo, mais
au tout début, vous aviez envie de la voir en entier. Donc vous voyez morceau par morceau. Et morceau par morceau, quand on est astronome amateur, on commence à rechercher quoi ? Les galaxies satellites. C'est-à-dire que autour d'elle, on va avoir une petite galaxie qui s'appelle M32, donc elle est encore dans la partie du halo galactique. On verra aussi M110 qui est un peu en dessous, décalé. Donc on repère bien, vous les repérez sur les photos classiques de la galaxie d'Andromède, donc M31. Et puis si vous avez un télescope beaucoup plus puissant, peut-être à partir, je pense, du 400 mm, vous arrivez à avoir une petite galaxie tout en haut dans les bras là, qui doit être NGC 205, que vous commencez à discerner, donc une petite pichenette un petit peu ovale. Et ce qui est intéressant aussi au télescope, là, aux 20 cm, c'est qu'il y a des zones qui sont plus brillantes et des zones un petit peu plus sombres. C'est-à-dire que vous voyez des sortes de petits stries un petit peu donc au milieu, sous le bulbe, vous arrivez à avoir des petites bandes un petit peu plus sombres, donc toujours en observation décalée. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder l'objet, il faut regarder un peu côté, et là il faut classiquement être super bien installé, tranquillement, assis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le télescope qui suit, etc. L'observation décalée, peut-être un mot là-dessus pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois. Alors ce qui se passe, c'est que notre œil est un capteur, donc dans ce capteur vous avez deux types de cellules photosensibles à la lumière. On a les cônes au centre qui sont sensibles en gros à la couleur, je fais très vite, et sur la périphérie vous avez d'autres capteurs, donc toujours dans votre œil, sur la rétine là, qui sont sensibles au noir et blanc. Il se trouve que l'œil est plus sensible au noir et blanc que à la couleur. C'est-à-dire il y a besoin de moins de lumière pour voir en noir et blanc que de lumière pour voir en couleur. Donc ça veut dire que quand il fait nuit sur les petits instruments qu'on a, au final tous les chakras sont gris la nuit. Donc vous êtes en train de regarder quelque chose de gris. Donc vous n'utilisez pas les cellules photosensibles qui sont au centre de votre rétine, mais ceux en périphérie. Ça veut dire que si vous fixez directement un objet pas très lumineux, vous le voyez presque pas. Donc vous êtes obligé en fait de sans cesse tourner autour de l'objet pour voir l'objet. Donc une technique classique d'astronomie amateur, utiliser sa vision périphérique. Alors vous parliez de capteurs, on a les capteurs rétiniens, mais on a aussi des capteurs de nos appareils photo. C'est quand même un objet qui se photographie, M31. Ah ouais, c'est le bonheur. L'automne, c'est l'objet qu'on photographie le plus en attendant Orion. Orion. Donc celui-ci, ça rentre dans un 300 mm, c'est déjà joli. C'est plus rigolo forcément à partir de 600 mm de focale. Vous êtes au foyer, alors soit du télescope, soit du téléobjectif. Il faut faire un suivi. Donc là, ce qui est bien, c'est d'avoir une monture équatoriale, de prendre plusieurs photos, on va dire d'au moins une trentaine de secondes, et d'arriver à au moins 6 minutes, donc une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de photos. Et après, vous utilisez des logiciels comme Secator, qui est un logiciel libre qui va vous permettre d'empiler les images et de faire ressortir, déjà d'aligner, d'empiler les images et pour faire ressortir, on va dire, les nébulosités de la galaxie. Il faut des pauses importantes individuellement C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de votre suivi et de la qualité de votre monture. C'est-à-dire que plus vous pourrez poser longtemps, mieux c'est. Et plus vous arriverez à additionner, mieux c'est. De toute façon, plus vous aurez de lumière qui arrivera sur le capteur, mieux c'est. Donc plus le diamètre est important, donc plus l'entonnoir à lumière est important, plus vous posez longtemps, plus vous aurez des détails. Et voilà. Et il faut donc une bonne monture pour essayer de photographier ce genre d'objet. On passe à la chronique photo. On en a beaucoup parlé photo, Cyril, mais on va continuer parce que c'est toujours extrêmement intéressant. Vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto. Vous l'avez déjà beaucoup fait, mais vous vouliez nous parler d'un objet supplémentaire ce mois-ci, un objet invité. C'est la comète Léonard, c'est ça ? Oui, c'est obligé là. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus d'un an, on avait annoncé l'arrivée d'une comète. Ça devait être en mars-avril, et elle n'est jamais arrivée. Et 2 mois plus tard, il y a la comète Neowise début juillet qui est arrivée, et celle-ci on l'avait pas du tout annoncée. Et elle était splendide. Donc on avait complètement tout faux. Donc là,
reprenons doucement. Il est probable que peut-être, éventuellement, on ne sait pas encore, si nous avons de la chance, si nous avons beaucoup de chance, qu'une comète déboule au mois de décembre, hein, et elle commencera à être observable fin novembre. Cette comète, c'est la comète Léonard. Elle a été découverte en Arizona par Gregory Léonard en début du mois de janvier, donc vers le 2 ou le 3 janvier 2021. Elle est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de la Terre et du Soleil, et le 12 décembre, elle sera à 34 millions de kilomètres de la Terre et à 92 millions de kilomètres du Soleil. Elle devrait être visible à partir du 12 décembre, mais elle sera photographiable fin novembre. Donc là, ça va valoir le coup d'essayer de la photographier. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle sera située, j'imagine que Ciel Espace donnera la carte, oui, en parlera. Sur le site web au moins, oui, bien sûr. Et elle sera visible sous la Grande Ourse, et elle est en train de plonger vers l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'elle descend côté nord là, et à partir du 17 elle sera observable dans l'hémisphère sud. Donc si vous avez prévu des vacances au mois de Noël dans l'hémisphère sud, emmenez vos jumelles. Oui. Et donc cette comète, vous pourrez commencer à la photographier, et comme Neowise, c'est-à-dire qu'elle a quasiment une trajectoire nord plongeante comme la précédente comète qu'on a pu observer, vous devriez la voir avec l'horizon, c'est-à-dire prendre des photos au téléobjectif et vous amuser. Splendide. Mais alors pour ceux qui auraient raté toutes leurs photos de la comète Neowise, qui ont besoin de conseils, comment on photographie une comète avec un appareil photo ? Alors honnêtement, je pense pour rater la comète Neowise, il fallait laisser l'objectif, le capuchon de l'objectif. Je vois pas d'autre solution. C'est-à-dire que j'ai vu des photos faites au téléphone, ça marchait. donc mauvais exemple pour Neowise. C'est un mauvais exemple. C'était compliqué de la rater, je pense. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément satisfait. C'est plutôt on est frustré de pas avoir fait d'autres images qu'on aurait vues fait par d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, j'ai une deuxième chance. Toutes les photos que j'ai pas pensé à faire, je vais enfin pouvoir les faire. Alors le principe, c'est toujours le même, un pied photo, un objectif, alors ça dépendra de la taille de sa queue bien sûr, mais en général un 50 mm, un 85 mm pour ce genre de comète, ça doit bien entrer. Vous visez la comète qui devrait être visible à l'œil nu, et puis vous posez quelques secondes, hein. Il y a juste besoin de poser quelques secondes en montant en sensibilité, peut-être en vous mettant à la limite de ce que vous pouvez, ce que peut votre appareil photo, donc peut-être 1600, 2000 ISO. Vous faites des pauses de quelques secondes pour éviter qu'il y ait un bouger stellaire, c'est-à-dire que les étoiles soient des petits traits, et vous débrouillez pour avoir un joli plan. Alors c'est vrai qu'il y a quelques photos qu'on a ratées avec des beaux châteaux devant, des reflets sur des lacs, etc. Donc ça sera le moment de vous déplacer pour faire ces images-là. Espérons que la comète Léonard tienne ses promesses. Alors la fin de cette émission approche, Sébastien. Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sébastien, quel est votre choix ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, c'est plutôt un gadget. Alors vous connaissez ma passion pour les jeux de construction, Lego en tête. On a déjà parlé de toutes ces collections Lego qui mettaient en avant la fusée Saturn V que j'ai, la station ISS que j'ai, etc. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les puzzles métalliques 3D. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus en visitant des planétariums ou des musées scientifiques. On en vend à la boutique de la Cité des Sciences notamment. Et donc ces puzzles métalliques, ça se présente de la manière suivante. En gros, sous cellophane, une espèce de carte postale métallisée, et quand on y regarde de plus près, on se rend compte que des éléments de cette carte sont prédécoupés, donc on les détache, et puis on se rend compte qu'en les manipulant et en les façonnant, on va réussir à fabriquer des petites maquettes, et donc j'en parle parce que les puzzles métalliques, beaucoup de ces puzzles métalliques ont été dédiés à l'astronautique, et on trouve beaucoup de modèles réduits de fusées, la navette américaine, les différents rovers martiens également, et donc vous pouvez avoir comme ça toute une collection de petites maquettes à confectionner en métal. Alors c'est difficile à expliquer parce que c'est assez étonnant, c'est très beau, c'est assez difficile à réaliser.
Donc si vous avez des enfants, c'est pas vraiment pour eux, ou alors vous le referez, mais c'est vous qui allez le faire. Et donc vous avez un petit casse-tête de quelques heures devant vous pour confectionner différents rovers et différentes fusées. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil, ça vaut une quinzaine d'euros à peu près. En fonction des modèles, ça peut monter à une vingtaine d'euros en fonction de la taille aussi des engins. Et donc sur un bureau, en petite collection, c'est assez chouette. Et puis c'est un petit cadeau assez original, si on n'est pas très loin de Noël, et bien si vous commencez à réfléchir un petit peu au cadeau de Noël, et bien ça peut être une bonne pioche pour un petit cadeau amusant. Donc voilà, les puzzles métalliques. Les puzzles métalliques pour les grands enfants comme Sébastien Fontaine, on l'a compris. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? C'est encore un week-end à Paris, j'insiste. Mais oui, mais Paris est une très belle ville, alors il faut venir. Je suis désolé, je vais essayer de trouver des événements un peu ailleurs pour les prochaines rubriques. C'est-à-dire que sur le mois de novembre, il y a deux événements à pas rater. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un classique. C'est les rencontres du ciel et espace qui auront lieu le 19 au 21 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc dans le nord de Paris. C'est un événement, une sorte de festival, de rencontre là, qui a lieu depuis 1998 quand même, ça fait un petit moment. Et vous allez retrouver à peu près 2500 visiteurs passionnés d'astronomie à un instant T sur ces journées. Vous avez 35 conférences dans des grandes salles avec un amphi de 1000 personnes. Vous avez quasiment 150 conférences, ateliers, workshops dans les petites salles supplémentaires à côté. Vous allez retrouver un showroom aussi. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'acheter un télescope suite à nos rubriques, ou si vous commencez à vous dire je vais m'équiper pour faire de la photographie, il y aura tout ce qu'il faut pour discuter avec à la fois les professionnels, les amateurs. Tous les amateurs sont là ce week-end de 3 jours. Et dans les grands noms, vous allez retrouver Hubert Reeve, bien sûr, vous allez retrouver David Elbaz, vous allez retrouver Alain Riège-Juillo et ses trous noirs, vous allez retrouver Sandrine Codis et la mission, enfin pas la mission, plutôt le satellite Euclide. Donc pas mal de grands noms seront là. C'est passionnant. Vous allez retrouver toute la rédaction de Ciel Espace qui fait les Sherman. Quand même. On va vous voir en costume, David. Ah, pas sûr, je sais pas, je vais peut-être venir en tongs. Ça dépendra de la météo. Donc c'est vraiment à pas rater. Ça vous permet aussi autre chose, c'est que comme pour accéder, vous achetez un pass Universcience, ça vous permet de revenir à Universcience toute l'année. Exactement, voilà. Et d'aller voir notamment le planétarium, je pense. Oui, aussi. Et pour sa sortie, d'ailleurs, on sort un nouveau film. Notre nouveau film sera sur la vie extraterrestre, en fait, la recherche de la vie extraterrestre, et ça s'appellera Carte postale interstellaire. On vous invitera à écrire un message aux éventuels extraterrestres, David. D'accord. Avec plaisir. Et puis, autre événement, mais qui a lieu en début de mois, et ça c'est une première, c'est le festival Explore Espace. Lui, il aura lieu à Montrouge, donc c'est complètement à l'opposé de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc sur la banlieue sud, Porte d'Orléans, à côté de la Porte d'Orléans. Et donc ça va être accessible à métro, il faut le dire. Ah oui, les deux, facile même, ou en vélo. Ou à vélo, exactement. Ouais. Bon, ça dépend d'où vous arrivez, mais logiquement à vélo, ça passe aussi. C'est le premier festival d'astronomie immersif et interactif, et on vous proposera un truc assez amusant. Ça va être aussi une première, je pense. Alors, ça a eu lieu en Espagne, mais on n'a pas dû le faire encore en Europe, quoique peut-être Épinal d'ici là le fera. C'est-à-dire que dans une salle immersive, donc un dôme, vous allez pouvoir piloter la Jeep lunaire, donc en temps réel, ce qui peut être assez rigolo, déraper, aller dans un sens, etc. Et ce qui est assez amusant sur cette démo, c'est qu'il y a des erreurs scientifiques. Donc le but du jeu, c'est de retrouver, c'est pas que de piloter, parce que ça c'est-à-dire que c'est juste, ça a peu d'intérêt au final, c'est de voir les erreurs qu'il y a. Allez, je vous en donne une. Non, je vous en donne pas. Non, je vous ferai le test. On se verra directement sur place. Vous aurez aussi des conférences en journée, bien sûr, et surtout des spectacles. Il y a David Elbaz qui va nous faire ses derniers spectacles, donc il y a des choses très intéressantes. Ça va être plutôt amusant, plutôt rigolo. Et il se trouve qu'il y a un invité d'honneur aussi. Ah oui, puis important. Et très important. C'est Charlie Duke, évidemment, voilà, l'un des 12 Moonwalkers. Voilà, mission Apollo 16 qui sera là. Exactement, et exactement. Voilà. Donc, c'est rare de pouvoir rencontrer un homme qui a marché sur la Lune. Il y en a quand même. C'est un des derniers, c'est le dernier peut-être même. Non, peut-être pas encore le dernier, mais par contre, malheureusement, effectivement, il en reste plus beaucoup. Et oui, Charlie Duke sera là à Montrouge pour le festival Explore Espace.
et ça vaudra vraiment le coup de peut-être piloter la Jeep lunaire sous son œil averti. Ou vérifier s'il sait encore. Voilà, donc 2 week-ends importants, rencontre du ciel-espace le 19, 20 et 21 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et le 5, 6, 7 novembre à Montrouge, le festival Explore Espace. Très bien, merci beaucoup messieurs, les éphémérides de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci pour vos précieux conseils d'observation, vos coups de cœur et vos chroniques. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre et d'ici là, si ce n'est déjà fait, songez à vous abonner à Ciel Espace ou à laisser un commentaire sur votre site de podcast préféré. Bonnes observations à tous et à très bientôt.